Dans les vastes plaines dorées du Kenya, sous un ciel large et paisible, 2 enfants Maasai couraient pieds nus entre les herbes hautes. Karim, le plus calme, observait les oiseaux avec des yeux profonds, curieux du monde invisible. À ses côtés, Amar, plus grand, plus vif, lançait des pierres contre les troncs pour faire fuir les lézards. Ils étaient inséparables. Ensemble, ils gardaient les chèvres, suivaient les anciens lors des rituels, dansaient aux célébrations, riaient sous les étoiles. On disait, si l'un tombe, l'autre saigne. Le lien était plus fort que le sang. C'était le lien du temps, du partage, des douleurs silencieuses. Mais personne ne voyait que dans les yeux d'Amar, il y avait parfois un éclair, un feu plus sombre. Les années passèrent. Karim et Amar devinrent des hommes. À présent, ils portaient fièrement le shuka rouge des guerriers. Leur front était marqué par les rites de passage. Karim, fidèle à ses racines, aidait les anciens à soigner les troupeaux, réparait les toits, enseignait aux plus jeunes la sagesse des ancêtres. Amar, lui, regardait souvent vers la ville. Il parlait des blancs, de l'argent, de changer de vie. Il portait une montre usée qu'un voyageur lui avait laissée. Il rêvait de luxe, de voitures, de pouvoir. Un soir, assis autour du feu, Amar dit « Karim, et si on quittait ce village ? On est jeunes. Là-bas, en ville, il y a des hommes comme nous qui deviennent riches. Et nos traditions, Amar ? Et nos mères, notre terre ? Les traditions ne remplissent pas le ventre, frère. » Karim baissa les yeux. Il savait. Quelque chose changeait en Amar. Quelque chose se cassait doucement. C'était une journée étouffante. Le soleil mordait la terre sèche. Le bétail cherchait l'ombre. Soudain, un grondement de moteur brisa le silence du village. Une vieille Land Rover blanche, couverte de poussière, s'arrêta devant l'arbre des anciens. En descendit un homme blanc, vêtu d'un chapeau large, des lunettes sombres, et une carte usée entre les mains. Il parlait un swahili cassé, mais assez clair pour faire comprendre son but. « Je cherche 2 hommes forts, connaissant la brousse. Je paie. » Bien, il pointa une croix sur sa carte. Grotte. Là-bas. Ancienne. Besoin d'y aller. Et vite, les anciens refusèrent, par respect pour les esprits qui gardent la région sacrée, mais Amar s'avança, le regard brillant. Moi, je connais cette grotte. Et je connais un autre homme pour vous y conduire. Karim, derrière lui, serra la mâchoire. Il reconnaissait ce nom. La grotte était à bout, interdite, liée à des récits anciens de malédiction et de feu. Plus tard ce soir-là, Amar insista, Karim. C'est notre chance. Tu veux de l'eau pour le village ? Tu veux soigner ta mère ? Cet homme a de l'argent. C'est notre moment, Karim résista. Puis pensa à sa mère, amaigrie, qui toussait de plus en plus fort. Il céda, une fois. Juste une fois. À l'aube, les 3 hommes quittèrent le village. Karim portait une lance courte, Amar un sac de vivres, et l'étranger tenait fermement sa carte froissée. Ils marchèrent longtemps, sous un soleil de plomb, traversant les herbes hautes, longeant les collines noircies par d'anciens feux. Les chants des oiseaux cessèrent à mesure qu'ils s'approchaient du lieu, même les arbres semblaient se pencher vers le sol. La grotte, cachée entre 2 rochers fendus, était là, sombre, humide, et silencieuse comme la mort. À l'intérieur, leurs pas résonnaient. Des chauves-souris fuyantes battaient des ailes au-dessus de leur tête. Au fond, derrière un rideau de racines pendantes, une petite cavité s'ouvrait. Et là, sous des couches de poussière, des pierres rouges, petites, lisses, brillantes comme du sang sous la lumière des torchers, des rubis. Murmura l'étranger. Karim, inquiet, sortit une petite calebasse de lait et versa quelques gouttes sur le sol en offrande. Il faut respecter les esprits, dit-il à voix basse. Amar, lui, ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient accrochés à la lueur des pierres. Il en prit 2, les fit tourner entre ses doigts, puis se tourna vers Karim. Imagine ce qu'on peut faire avec ça. Une maison pour ta mère, une école pour les enfants, des habits pour nous tous. Mais Karim répondit doucement, ce que tu gagnes sans respect, tu le perdras sans pitié. Le silence revint. Et l'ombre de la grotte sembla s'épaissir autour d'eux. La nuit tomba, étouffante, lourde. Les 3 hommes avaient dressé un petit campement près de l'entrée de la grotte. Le feu crépitait faiblement. Karim, fatigué,
somnolait, le dos contre une pierre chaude. L'étranger, lui, dormait profondément, la main toujours posée sur son sac rempli de pierres. Mais Ammar ne dormait pas, ses yeux, ouverts dans le noir, fixaient le sac, il s'approcha doucement de Karim. L'observa. Hésita. Puis, d'un geste rapide, il prit un gros caillou. Le leva au-dessus de l'homme blanc. Et frappa. Une fois. 2 fois. Le silence avala le choc. Le sang imbiba la terre. Karim se réveilla, les yeux embués. « Qu'est-ce que tu as fait, Ammar ? Il allait nous trahir. Il voulait tout garder. Je l'ai entendu pendant son sommeil. Il parlait. Je te protège, frère. » Karim se leva d'un bond, choqué, désorienté. Mais Ammar l'assomma violemment d'un coup de bâton. Karim s'effondra, inconscient, au bord du feu mourant, quand il se réveilla. Le sac avait disparu. Ammar aussi. Le cadavre du blanc gisait là, abandonné, la bouche ouverte vers le ciel. Karim rampa hors de la grotte, le crâne en feu, le cœur déchiré. Il comprenait, son frère d'âme l'avait vendu pour quelques pierres rouges. Karim, blessé à la tête, boitant, mit 2 jours à retrouver le chemin du village. Il ne parlait à personne. Il alla droit chez sa mère. Elle pleurait déjà, car le bruit courait. Ammar était revenu le premier, les poches pleines, des habits neufs, des sandales brillantes, et un mensonge bien ficelé. Le blanc est mort dans la grotte, dit Ammar au chef. Karim. Il a pris les pierres et disparu. Il voulait tout garder pour lui. Je suis revenu seul. Je suis innocent. Le village, choqué, crut Ammar. Karim, lui, fut rejeté. Un ancien cracha à ses pieds. Une femme le traita de voleur. Son propre oncle lui tourna le dos, son cœur saignait plus que sa blessure, mais il ne cria pas. Il garda le silence, et attendit. 3 lunes plus tard, une grande fête fut organisée. Ammar, devenu riche et influent, offrit des cadeaux au village, dansa avec arrogance, et demanda même la main de la plus belle fille du village, mais dans l'ombre, Karim avait préparé sa vérité. La nuit de la fête, il alla voir le chef. Il lui remit un petit enregistrement audio, volé discrètement pendant qu'Ammar se vantait à ses amis riches en ville. « Je lui ai fracassé le crâne, ce vieux blanc. » Et Karim a tout cru. Ce naïf. Le chef écouta. Le silence tomba sur la case. Au lever du soleil, Ammar fut convoqué. Il nia. Il hurla. Mais la voix sur le petit appareil était la sienne. Les anciens se levèrent, l'un après l'autre. Ammar fut exclu du village, chassé comme un chien, son nom effacé des rituels, son visage interdit aux enfants. Karim ne sourit pas. Il pleura. Pas de joie, non, mais de tristesse. Pour l'ami qu'il avait perdu à cause de l'avidité, la trahison est une lance qu'on lance vers un autre, point mais c'est son propre cœur qu'elle finit toujours par transpercer.